Alors, la France ne connaît pas forcément bien son visage, mais c'est surtout pour sa voix qu'il est connu. Il s'agit de Pierre-Alain de Garrigue, plus connu sous le nom de Patch. Alors, histoire que nos spectateurs te reconnaissent, j'ai quelques phrases que tu connais, je pense forcément, et je vais te laisser les dire dans leur contexte. Oh la vache. Déjà le gars il me... Alors c'est où lesquels C'est les trois là. Ok, oh putain, t'as bossé ton truc hein. À tous ceux qui visent le geste juste pour atteindre le sublime, à tous ceux-là nous dédions nos cafés, intenses, sincères, absolus. Jacques Motte, une ode à la perfection depuis 1828. Ça c'est la pub Jacques Motte. Alors ça c'est une pub belge et qui est très très connue en Belgique. Ah, bah le deuxième... Bienvenue, entrez donc dans l'auberge de Tahiri, Aurélien et Marco. Vous êtes tous légendaires dorés. Oh, d'accord. Je vais te le faire avant. Vas-y, tout ce qu'il y a avant, ouais. vas-y. Tout petit et aussi frais. Frais et aussi fort. Fort et aussi coloré. Coloré au goût tellement fruité. Avec Tic Tac, découvrez bien plus que vous ne l'imaginez. Tic Tac, fraîchement tic, complètement tac. Voilà. Bah, je pense qu'on l'a reconnu. Bien sûr, hein. voilà. Je pense que maintenant on l'a bien reconnu. Merci Tahir en tout cas. En tout cas, je suis très content d'être avec vous et c'est une super, plaisir partagé. super ambiance et c'est très sympa. Bah, c'est génial, vraiment. Alors donc tu es une grande figure du doublage, avec près de 45 000 enregistrements, près d'une trentaine d'années de carrière. Alors que ce soit pour la publicité, les dessins animés, les jeux vidéo, tu es notamment du coup, comme tu l'as montré, la voix de l'aubergiste dans Hearthstone. L'ancienne voix de L'ancienne, c'est vrai, jusqu'en 2018 je crois. 2017 2017, ma foi. Et tu as également joué donc, le rôle de Master Pong dans la série Noob. Absolument. Alors donc pour répondre à tout ça, oui d'abord pour les histoires d'enregistrement, les gens me demandent mais comment ça 45 000 enregistrements en fait. Je crois que j'en suis un peu plus maintenant. En fait c'est parce qu'il y avait une émission quand vous étiez petit, mais peut-être que vous vous rappelez, qui s'appelait Culture Pub. Et Culture Pub c'est une émission sur la publicité. Un jour je l'ai fait 2 fois et on m'avait demandé combien d'enregistrements t'as fait. J'avais jamais percuté, donc en fait on a un peu repris les agendas, on a fait une moyenne de ce que je faisais un petit peu par semaine ou du nombre d'enregistrements. Alors quand je dis 45 000 enregistrements, c'est pas 45 000 voix différentes, mais c'est le nombre de fois où je me suis assis sur une chaise et que j'avais un micro devant moi. Donc voilà, ça c'est... Et donc en tout c'est entre 45 et 50 000 fois 50 000 enregistrements. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite, alors quand tu dis comédien de doublage, je suis beaucoup plus spécialisé et peut-être même beaucoup plus, entre guillemets, connu, parce que je suis un peu monsieur pub, je fais énormément de pub, plus que du doublage, parce qu'en fait, c'est assez étrange, mais le métier du doublage n'est pas exactement le même métier que de la pub, c'est la voix qu'on utilise, mais c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes ambiances, ce ne sont pas les mêmes clients surtout. Quand vous faites le nouveau Harry Potter, par exemple, ou n'importe quel film, il n'y a pas de client. Le client c'est Warner Bros, Sony, Regency, enfin les grosses boîtes, ou Netflix maintenant. Et donc il y a un chef de plateau qui est soit un comédien comme Emmanuel Carsen qu'on a vu tout à l'heure, qui dirige le plateau, mais il fait autour de lui une famille. Et je dirais que c'est un peu une famille de comédiens. Si tu te trompes sur une boucle un jeudi et que tu ne corresponds pas au personnage, tu vas pouvoir revenir soit le vendredi, soit la semaine d'après. Le chef de plateau fait sa petite ratatouille. Quand tu fais de la pub, c'est pas du tout pareil. Si tu fais de la pub Vitel ou ce qu'on a vu Jacques Motte ou même Tic Tac, je prends l'exemple de Tic Tac, et ben quand tu es choisi pour faire la voix Tic Tac, tu es convoqué genre un mardi à 10h du matin, et quand tu arrives dans la salle d'enregistrement, tu as le réalisateur de la publicité, tu as la production et surtout tu as les clients qui viennent exprès. Et donc c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même management, même intérieur, et même avec les personnes qui sont autour de toi. Donc voilà, donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme j'ai été beaucoup monsieur pub, ou je fais énormément de pub, donc c'est vrai que les chefs de plateau qui eux vont être spécialisés dans le doublage, au départ, alors ça a un peu changé maintenant, mais au départ, il n'y avait pas encore le numérique. Donc au départ, on était tous obligés d'enregistrer tous ensemble le film. Donc c'est pour ça qu'on voyait toujours des grosses équipes devant les bandes rythmo, etc. Maintenant, tu enregistres un par un. Tu peux répondre à un de tes collègues comédiens sans l'avoir vu dans ton rôle, quoi. Donc en fait, avant, il fallait vraiment libérer des journées entières pour être là. Et moi, comme je faisais beaucoup de pubs, les chefs de plateau se sont dit non, il ne peut pas venir, il n'aura pas le temps. Donc j'ai un peu pâti de ça, je dirais. Maintenant, ça change un peu, mais j'ai un peu pâti de ça. Donc je me suis retrouvé relativement peu
dans du doublage, mais énormément, pour répondre à ta question, dans voice acting, dans le voice acting, voilà. mais de la publicité. La publicité. Et ce qui s'est passé pour après, parce que je pense que ça sera une des questions après, à moins que tu la poses, mais j'anticipe, comment je me suis retrouvé dans les jeux vidéo, c'est parce qu'en fait, évidemment, quand les jeux vidéo ont commencé, et bien bizarrement, on était déjà là. Parce que les voix dans les jeux vidéo, ça fait pas plus de 20-25 Oui, ans. c'est ça. Donc, quand la première fois il y a eu des voix pour les jeux vidéo, ben évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a demandé aux gens qui allaient le plus vite ou qui avaient l'habitude vraiment de faire les choses devant les micros. C'était nouveau, hein. Et c'est souvent des gens presque de la pub qui sont venus. C'est pas tant des gens qui faisaient beaucoup de doublage. Peut-être sur ceux qui faisaient des mangas, se sont retrouvés à faire du jeu vidéo. Mais nous, on est toute une partie de comédiens qui se sont retrouvés à faire du jeu vidéo, peut-être presque un peu par hasard. Parce que la première fois, bon, quand vous étiez petit, quand j'ai fait les premières voix de Hadi, et ensuite tout le Adibou, je sais pas si vous voyez. Bon, ben, quand j'ai fait les voix de Hadi, pas Adibou parce que c'est une fille, mais par contre je suis dans tout l'environnement de Hadi, ben, quand on a fait la voix de Hadi, c'était le début des voix pour du jeu, quoi. Ou quand Ubisoft nous a fait faire Rayman, ou Little Big Adventure, ou les premiers Star Wars même, ben, c'était... voilà, donc on nous a fait venir, ceux qui avaient l'habitude encore une fois d'aller très vite, et de pouvoir changer très vite sa voix parce qu'ils ne savaient pas trop où aller, quoi. Et puis soit c'était des trucs qu'ils inventaient eux, Ubisoft a inventé donc Rayman, donc il fallait inventer les personnages en même temps, mais en même temps quand tu devais doubler les premiers Star Wars qui arrivaient, ou les premiers jeux américains par exemple, il fallait que tu t'ailles très vite pour choper le son, soit réactif. Donc en fait voilà, donc pour revenir à tout ça, donc pour répondre à ta question, 45 à 50 000 enregistrements parce que j'ai fait à la fois du documentaire, du dessin animé, mais surtout de la publicité, radio, télé, billboard, puis ensuite il y a eu internet qui est arrivé, enfin bon ça continue. Et puis ensuite, voilà, se retrouver non pas en tant que comédien de doublage, mais en tant que comédien en règle générale, et utiliser sa voix dans différents univers. J'arrête pas de parler. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Pour les gens qui ne se connaissent pas forcément, comment ça se passe en fait une session d'enregistrement? Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Ouais. Je t'ai expliqué par exemple un doublage. Voilà, un doublage, en amont tu as un film américain par exemple, tu as le nouveau James Bond qui sort, donc le chef de plateau va définir quels sont les acteurs qui correspondront le plus au niveau de l'habileté, au niveau du timbre. Ça va correspondre, donc on va te faire passer un casting sur le personnage. Ça, là, on te fait passer un casting sur le personnage. Ça, c'est une manière de travailler. Sur le dessin animé, ça va être à peu près la même chose. Par contre, quand tu vas faire du jeu vidéo, ça va être un petit peu pareil, mais on va simplement écouter ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Donc, c'est sur tes bandes démo de ce que tu as déjà fait. On va te dire, tiens, tu peux passer aussi un casting. Tu passes aussi un casting. Mais quand tu es dans la publicité, radio et télé ou les documentaires, là, pour le coup, tu ne vas pas passer de casting. Tu vas avoir une bande démo sur ton site ou une bande démo où tu vas montrer que tu sais faire la voix grave, la voix très portée, tel type d'accent, etc. Et en fait, on va prendre un MP3, maintenant c'est du MP3, et on va le faire écouter au client. À parmi 5 ou 6 exemples. Et on dit à Monsieur Vittel ou à Monsieur Tic Tac, ou pour une pub, ce que j'ai fait hier par exemple, pour Danone, pour de l'eau Danone, enfin le groupe Danone, et pour de l'eau minérale. Et donc ça illustre ce qu'on est en train de dire. Là pour le coup, je ne savais pas que c'est moi qui avais été pris. En amont, sans qu'on me le dise, on va sur mon site internet, on a pris des voix un peu sensuelles, un peu graves, et sur d'autres pubs que j'ai fait, et on a présenté un casting avec 5 personnes. C'est pas obligé même qu'on soit cité dans les noms, et on le présente au client. Avec une recommandation de l'agence, si c'est possible. En disant si on a pris Emmanuel Carsen ou si on a pris Richard Barbois, c'est la voix de, ou Pierre-Alain Garrigue, il va réussir à faire des trucs si on a des soucis pour aller vite ou si on a des soucis pour trouver un ton un peu différent de ce que vous voulez. Donc voilà, on est choisi sur casting. Mais c'est pas exactement la même chose. Alors ça c'est le premier. Donc après on t'appelle et on te dit, on t'a mis sur un casting, est-ce que tu es libre tel jour, telle heure? Tu dis oui ou tu dis non, et si on s'arrange. Donc, pour continuer, comment ça se passe, en l'occurrence dans la pub, ce que j'ai dit dans le doublage, tu arrives, tu as tes équipes, tu as les bandes rythmo qui sont la détection, ce que tu as expliqué certainement Emmanuel, où tu parles sur la détection qui correspond à l'ouverture de la bouche des comédiens, ça c'est pour le doublage, et puis tu as dans la pub, ça se passe, tu arrives, tu as le client, l'ingénieur du son, ses assistants,
l'agence, etc. Et on te présente un film de 30 secondes, on a un texte qui est déjà écrit. Et pour le coup, le texte a été validé des dizaines de fois parce que chaque mot est hyper important sur ce que tu vas vendre. Parce que c'est ça un peu la différence entre le doublage et la publicité. Le doublage, si tu fais un film, on dit ok, tu vas essayer d'hyper bien faire ton boulot, mais tu ne sais pas si ça va marcher ou pas, ça dépend du public. La publicité, c'est qu'ils te disent on t'a pris pour que ça marche. T'as pas trop le choix. T'as pas trop le choix. Même si tu n'es pas pour grand chose dans le fait que ça marche, mais ils optimisent le fait que c'est fait pour marcher, pour vendre. C'est plutôt en cours, en fait, voilà. c'est ça aussi. C'est fait pour vendre. Donc voilà. Donc quand tu fais, je prends l'exemple de Monsieur Propre, je suis la voix de Monsieur Propre, donc tu dis des phrases qui ne sont pas non plus Monsieur Propre. Il est plus blanc que blanc. Tu vois, je veux dire, il lave plus blanc que blanc. Donc c'est des phrases un peu ridicules, mais toi tu dois quand même si c'est une phrase ridicule, pouvoir être assez convaincant pour que ça soit convaincant pour la personne qui va évidemment acheter. Donc en fait c'est pas exactement les mêmes intensités, le même management, c'est un sacré travail. C'est pas le même travail. Je dis tout le temps, c'est une phrase que je sors souvent dans les interviews, mais je vais la redire. Souvent je dis que le travail du doublage c'est du show business. Et le travail de la publicité, c'est du business show. C'est pas la même chose. Le premier mot, la différence, c'est que c'est en premier le show, c'est-à-dire l'entertainment, l'artistique, et ensuite ça devient du business si ça marche. Mais par contre, dans la publicité, d'abord le business et ensuite le show. Ok. Ça fait toujours bizarre de se dire, c'est Monsieur Propre, c'est Monsieur Tic Tac, c'est Monsieur Jacques Watt qui est en train de te parler. Bah écoute, ma fille, elle s'en fout, je vous le dis. La off, chocolat. Ma foi. Alors, on parlait justement au début d'interview de Noob saison 9. Alors, comment est-ce que tu es parvenu à jouer ce rôle? Comment ça s'est acheminé? Alors Noob, pour ceux qui connaissent, ils iront voir sur internet et tout. Alors Noob, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif de frères et sœurs au départ. C'est Fabien Fournier que j'adore, qui est comme un frère maintenant. Moi je dis tout le temps, je suis dans la galaxie Noob et la galaxie Mamie Twink parce que c'est vraiment mes potes. Je sais pas si tu connais Mamie Twink ou pas. Mamie Twink, 1,5 million d'abonnés quand même. Si on font de l'urbex, on fait beaucoup de choses ensemble. Et donc pour revenir au Noob, donc c'est un collectif au départ il y a 10 ou 15 ans. Leur maman leur offre une caméra. Donc il y a le grand frère, lui, qui filme ses petits frères. Et il a l'idée, parce que c'est une sorte de geek, d'inventer un truc qu'il fait le week-end où il filme ses frangins avec une idée, c'est des joueurs qui sont derrière leur ordinateur et qui jouent à un jeu et qui se retrouvent projeter leur avatar dans une réalité un peu virtuelle où eux ils jouent habillés un peu comme dans Kaamelott. Voilà, je résume un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Et comment ça se passe? Donc ils ont 10 ans ou 9 ans de saison, quand même 9 saisons à peu près. Et il se passe un truc, c'est que deux choses. Déjà dans une convention comme aujourd'hui à Colmar, très sympa convention d'ailleurs, les gens sont très gentils. Et ben en fait, un peu comme toi, Mathieu, qui est un des noobs, Istos, veut m'interviewer. Donc on fait une interview, etc. pour mettre sur sa chaîne, pour mettre sur le truc. Et puis ça matche bien, on s'entend vraiment bien. Et on se revoit à une autre convention, à d'autres conventions, et on devient potes. Mais on devient potes quoi, tu vois, chacun dans son truc. Et entre-temps, Johanna Fournier, qui joue le rôle de Ivy, devient très amie avec un acteur américain de Parker Lewis, donc, qui s'appelle Corinne Nemec. Parker Lewis, qui était une vieille série, peut-être que vous n'avez pas connu, mais il était dans Parker Lewis ne perd jamais et dans Stargate quand même. C'est un acteur de Stargate américain et ils se rencontrent dans une convention où il était invité. Et ce Corinne Nemec, qui est un peu une star aux États-Unis, dit mais moi, elle lui montre ce qu'ils font, elle dit mais moi je veux tourner dedans. Donc ça commence à faire comme ça. Il dit ok, mais au bout d'un moment, eux c'est pas des acteurs professionnels. Alors c'est vachement bien, c'est un style, mais il y a ce côté un peu amateur entre guillemets, tu vois. Et comment? Ça leur fait peur. C'est que tout d'un coup ils disent on a écrit un rôle. Enfin en tout cas on veut intégrer Corinne Nemec en tant qu'acteur américain, mais nous on va être en face de lui. Waouh! Et là c'est Mathieu qui a l'idée en disant mais ou Fabien qui dit mais nous on est bien copains avec Pierre-Alain, on va lui demander si il pourrait pas lui donner la réplique, si il pourrait pas lui donner la réplique, s'il pourrait pas donner la réplique, s'il pourrait pas lui donner la réplique, on fait l'arabe et le canadien en même temps, s'il pourrait pas lui donner la réplique pour avoir le même
pas niveau de jeu, ça serait prétentieux de dire, mais un truc professionnel. Et donc il écrit ce personnage de Master Pong, qui serait donc le chef de la ligue des méchants, je dirais. Et puis plus il écrit, plus ça lui paraît évident. Et donc on se retrouve à Paris et je tourne avec Corinne Nemec. Donc le premier épisode où on fait la rencontre ensemble. Avec moi j'ai ma guilde et lui il vient avec l'autre guilde. Et ça se passe vraiment bien. Il y a un vrai fighting, je sais pas si tu as vu l'épisode ou pas. Donc il y a un vrai fighting entre les deux, une bataille de regards, des trucs très très intenses. Et ça fonctionne. Les autres sont là, sont autour, mais nous ça fonctionne très très bien. Et ça s'engage comme ça et tout d'un coup, Fabien dit le Master Pong, en tout cas le méchant, va continuer à apparaître. Et puis en fait, chemin faisant, il y a d'autres acteurs américains, en l'occurrence Nicholas Brandon, qui a joué dans Buffy les Vampires, qui dit moi je veux tourner. Donc moi je me retrouve à être contre Nicholas Brandon. Et puis voilà, et ensuite il y a donc Abraham Benrubi qui était lui dans la série de ce que tu connais pas mais qui est assez connu, une vieille série de Parker Lewis, qui se retrouve, qui était son acolyte dans la série pendant des années, que ça a cartonné, et il demande de venir tourner en France gratuitement. On vient tous gratuitement parce que c'est un plaisir. Et donc voilà, et donc en fait, pour répondre à ta question, la dynamique qui au départ a été faite d'une façon tout à fait viens nous sauver un peu le coup parce que c'est pas comme ça. Mais c'est devenu un peu viens enrichir le truc. Et donc et puis tout le partage qu'on a avec les noobs, moi je leur fais des masterclass pour qu'ils continuent à évoluer dans leur jeu. Et puis maintenant ça devient un vrai truc. Donc tu as toujours Master Pong, le méchant, qui a toute sa guilde. Et puis là, pour vous dire, sans révéler un petit peu l'intrigue ni rien du tout, on a déjà tourné plusieurs épisodes qui vont sortir. Et toute l'année on va continuer à sortir. Et d'ailleurs en 2021, Fabien l'a déjà annoncé, ils vont faire, et on va faire, parce que je serai aussi avec eux, leur 4e Grand Rex. Ils invitent toute leur communauté, 4500 personnes dans le Grand Rex, à Paris donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, et là, ça sera la révélation, ce qu'ils appellent le film de la saison 10, mais c'est le film entier. Et donc ce qu'on est en train de, à la fois, qui est en train d'être monté, ce qu'on va continuer à tourner. Ok, voilà. Ça fait je bois. C'est bien, il faut rester hydraté dans la vie. Hydratons-nous. Si tu avais un message à passer à des jeunes personnes qui voudraient se lancer justement que ce soit dans le doublage, dans le voice acting, ce serait quoi? Alors souvent on me demande ça. Alors moi, ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous pouvez les voir, c'est Badge PADG. Je fais plusieurs thèmes différents. Évidemment, je fais des thèmes où on parle de la voix, j'ai des invités prestigieux, on fait des doublages, on parodie certaines choses. Et puis aussi, je fais toute une catégorie de vidéos qui s'appelle les vidéos qui font du bien, où je parle de l'intériorité de ce qu'on fait dans notre vie. Alors pourquoi, quand tu poses la question, je parle de ça? Parce que pour moi, au-delà de dire qu'est-ce qu'il faut faire dans l'acting, et je vais y venir un petit peu, même si c'est très très long à expliquer, la première chose, c'est que je dis tout le temps aux gens, n'écoutez pas les gens qui ont peur de ce que vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Donc, ça veut dire que n'écoutez jamais quand on vous dit c'est impossible. C'est très bateau parce que Michael Jordan l'a dit, Bob Marley l'a dit, Martin Luther King et Socrate l'a dit depuis le début. Mais je le redis aussi. C'est-à-dire que quand on vous dit que c'est pas possible, n'écoutez pas. Parce que les gens peuvent vous dire ça, que c'est impossible, parce que soit ils vous aiment pas, ou ils savent pas où vous allez, soit ils vous aiment et ils ont peur pour vous. Mais vous devez suivre totalement votre propre voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a plus de place pour faire de l'acting, il n'y a plus de place. C'est pas vrai. Moi, quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait que 2 chaînes de télévision. 2. Dont une qui s'arrêtait à minuit et l'autre qui s'arrêtait à 2h du matin. Donc une en noir et blanc, je déconne pas. Ouais. Donc maintenant, avec votre box, vous avez 5000 chaînes, Internet existe, etc. Donc ça veut dire que la voix, tu es obligé, la voix ou d'autres choses, tu es obligé donc qu'il y ait des voix, etc. Donc il y a 100 fois, 1000 fois plus de possibilités de travail. Donc si tu commences à te dire non, c'est déjà tout bouché, c'est mort. Il faut te dire que des choses vont se développer et toi tu vas développer des choses par rapport à ça. Donc la première chose que je dis, attention à la manière de penser. Ne pensez jamais que les choses sont impossibles. Et je trouve, si ça peut aider, je donne tout le temps une métaphore quand je fais des conférences, je donne une belle métaphore. Je prends le mot impossible. Imaginez-vous le impossible, I-M-P-O-2-S-B-L-E. Impossible. Hein?
et je déplace et je fais I am possible. C'est possible, je suis possible. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça va être la fondation même de ce qui va constituer votre vie. Que vous soyez quelqu'un qui veut faire de l'acting, que vous soyez quelqu'un qui veut être caméraman, boulanger, n'importe quoi. C'est toujours la même chose. Quelle va être votre attitude intérieure et votre identité intérieure de ce que vous pensez faire. Vous pourrez le faire. Par contre, il va falloir faire des gammes pour le faire. C'est-à-dire les gammes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi que tout ce qu'on fasse, des gens qui font des caméras, qui inventent, qui soient encore une fois boulangers, pianistes, etc., ils doivent faire des gammes. T'arrives pas, ou que tu dois conduire une voiture. C'est-à-dire que tu arrives et puis tu as un mec à côté et puis tu montes l'embrayage, il te monte et tu fais oh putain qu'est-ce que c'est. Puis pendant 3 semaines, tu es là puis tu cales, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois et voire au bout d'un an, tu fais même pas attention à ça. Tu prends ta voiture, tu conduis instinctivement et ensuite tu vas aux endroits où tu veux, t'emmènes des gens que tu veux, tu découvres les paysages et même si tu t'intéresses à la voiture, tu peux peut-être devenir un pilote, voire un Lewis Hamilton, le plus grand pilote de tous les temps. Donc, quelque part, ça veut dire c'est l'attitude intérieure. Ça, c'est la première chose. Donc après avoir dépassé cette histoire d'attitude intérieure, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir dépassé le côté attitude intérieure et penser que tout est possible dans ce que vous avez envie de faire, après, ce qui est particulier dans ce métier, c'est que vous n'existez pas si vous n'avez pas quelque chose à montrer. Il faut que vous ayez une bande démo. C'est très compréhensible parce que moi qui suis musicien, c'est pendant que tu me dis Tahiri, c'est ça? C'est ça. T'as vu, je me souviens. Si tu me dis, oh Pierre Page, je sais que tu fais un nouvel album, ce qui est toi, je suis guitariste. Je te dis, ok, tu peux être mon meilleur pote, montre-moi ce que tu as fait. Fais-moi écouter. Montre-moi ton book, etc. Et bien c'est la même chose. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Quelqu'un qui vous dit, ah ben, on m'a dit que j'avais une belle voix. Ouais, bonjour. Donc, j'en étais où? Oui, donc voilà, donc c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu peux pas, encore une fois j'en reviens là, tous les gens qui t'ont dit j'ai une belle voix ou on m'a dit que ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tu sais pas si la personne devant le micro va pas avoir il va pas avoir un léger accent qui ne pourra pas être utilisé. Les gens qui sont venus me voir tout à l'heure, qui sont gentils comme tout, qui m'ont demandé la même chose. Je dis sans être méchant. Et c'est pas du tout. Oui, mais votre accent alsacien, ça sera impossible. C'est pas, accent marseillais. C'est pourquoi c'est objectif parce que même moi, tu as vu Jacques Motte, publicité donc belge. C'est ça. Mais c'est moi qui ai été pris parce qu'ils voulaient sans accent, les Belges. Tu vois, je veux dire. Donc c'est voilà. Donc l'idée c'est que vous n'existez pas si vous n'avez pas une bande démo à montrer. Alors comment faire une bande démo évidemment? Maintenant c'est plutôt plus facile qu'avant parce que vous avez tous des copains qui ont des micros, même qui ont des iPhones, qui ont des etc. Vous pouvez aller dans des petits studios. Vous pouvez écouter ce que font les gens qui travaillent comme moi. Alors par exemple, je donne souvent un exemple. Nous on a une association qui est très connue en France au niveau de la voix qui s'appelle lesvoix.fr. C'est les 230 à peu près grosses pointures alors pas trop du doublage, mais il y a beaucoup de crossover avec le doublage, mais tu as la voix de Bruce Willis, tu as la voix de The Mask, tu as la voix d'Harrison Ford, en fait, plus toutes nos voix à nous. Mais par contre sur ce site vous pouvez aller écouter, puisque c'est un site qui sert pour les clients pour télécharger des MP3 de ce que font les gens, pour les choisir. Vous pouvez aller écouter ce qui se fait, comment faire une voix très promo, comment faire une voix sensuelle comme Jacques Motte, comment faire une voix tic-tac, etc. Donc après, il faut commencer à un peu imiter, je dirais, mais à essayer de comprendre comment fonctionne ça. C'est comme quelqu'un qui dirait, j'adore j'adore Carlos Santana en guitariste ou je sais pas qui, un grand guitariste, et puis il essaie de faire la même chose, puis après, il va faire la même chose, mais il va développer son propre style. Donc voilà, pour revenir, tu as vu que j'oublie pas les questions, pour la question, à la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être dans l'acting? Plusieurs choses. Je dirais d'abord s'entraîner avec s'entraîner avec des micros, etc. Voir ce qui se fait. Travailler soit au théâtre, soit à la maison, soit des cours d'acting, de théâtre. Ça c'est super important. Même des cours d'improvisation. Et j'ajouterai une dimension que moi je trouve deux dimensions que je trouve très 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 importantes, que moi j'ai essayé d'intégrer, c'est les lectures de textes, mais même intérieures. Essayer d'être en connexion avec les mots, la manière d'écrire des écrivains, parce que ça va être la même manière d'écrire de ceux qui vont inventer les publicités. Et puis surtout, la musique, même les gens qui n'ont aucun sens musical, essayer de développer ce sens-là. Parce que j'explique très souvent que moi,
entre guillemets, si je peux avoir une qualité assez fortement marquée, c'est que je peux à la fois, sur une abscisse et une ordonnée, choisir la hauteur de mon ton. Si c'est un orque, tu vas mourir, vraiment ici, tu vas vraiment avoir peur. Là, c'est la hauteur de ton, et rythmiquement, et la longueur. Donc en fait, le jeu va être une adéquation entre ce que j'ai choisi au niveau du ton et ce que j'ai choisi au niveau de la rythmique. Donc, apprendre à maîtriser de plus en plus la musique. Parce que la musique du jeu d'acteur, c'est de toute façon une musique intérieure. J'en prends pour preuve que pour moi, le plus grand acteur, un des plus grands acteurs de tous les temps du monde, Dieu, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour moi, c'est monsieur Louis de Funès. Donc Louis de Funès, quand tu sais le niveau musical qu'il avait, c'est un grand pianiste. Ouais. Ce que fait Louis de Funès, pour ceux qui connaissent, c'est un peu du free jazz. C'est Miles Davis, c'est Coltrane. Sa manière de jouer, c'est voilà, rupture, silence, et tu maîtrises ça. Mais c'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise rythmique et de la maîtrise mélodique. En fait, c'est vraiment tout un art au final. Ouais. C'est un art. C'est une adéquation, il faut essayer d'être l'adéquation de plein de choses. Encore une fois, le côté cultivé. Pourquoi je dis le côté cultivé? Je te donne un exemple. Si tu me dis, Tahiri, Pierre-Lin, il faut que tu me fasses une voix des années 40. Il faut bien que je percute ce que c'est que les années 40. Mais ça a l'air bête, mais les années 40, ça ne va pas être la voix des années 25. La voix des années 25, ça va être « Oui, je suis avec Tahiri, et actuellement, nous sommes sur un champ de course, et nous faisons des choses extraordinaires. » Voilà les 25. Si c'est années 40, juste avant la guerre, les micros sont un peu meilleurs. Ils ont pas, pour avoir la fréquence, ils sont pas obligés de porter. Nous sommes en 1940 et la guerre est à nos portes. Ouais, on voit la finesse, on voit la subtilité. Ouais. Après 1950, Festival de Cannes de 1950. Tu vois, je veux dire. Et ça, si tu n'as pas une culture de ski, si tu n'éduques pas ton oreille, tu n'éduques pas ton intérieur, voilà. Tu vois, par exemple, je donne un autre exemple, si ça peut aider. Ça va être trop long, c'est ça là? Non, il veut couper. Je donne un exemple, si par exemple tu me dis il faut jouer un serial killer. Putain, je suis pas un serial killer. Tu vois, je veux dire, donne-moi un peu un background. Donc je vais l'inventer. Donc qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur de moi, je vais faire quoi? Comment parle une araignée? Par exemple, une araignée. Je me dis comment parle une araignée. Je vois comment fait Voldemort. Parce que je connais le truc. Je vois les gens qui peuvent péter un câble. Bien que ces trois-là, une araignée, ok, qu'est-ce que sorcière, ok, un truc comme ça. Voldemort, vous allez voir, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, etc. Et un mec un peu fou, tu vois, je vais faire une rupture comme ça. Et pour marquer le serial killer, je vais m'inspirer de ça intérieurement. Donc ça peut donner un genre. Hé Tahiri, il y a des choses, il ne sait pas, tu vas peut-être connaître quelque chose de très dangereux. C'est un puzzle intérieur que tu dois faire. Okay. Mais il faut le connecter tout de suite. Okay. Et tu ne peux que le connecter si tu as que tous ces univers à l'intérieur de toi. Et évidemment, ces univers qui sont que tu travailles, tu travailles, mais en même temps tu le travailles, mais tu le laisses venir instinctivement. Donc en fait, tu t'alimentes de toute ta vie. C'est pour ça que j'en reviens à ma première. Tu vois, je perds pas le fil. J'en viens à la première question que tu m'as posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dis attention à votre manière de penser intérieurement. Vous allez être nourri de tout ce qui vous constitue. Moi, j'aime bien cette phrase du Dalai Lama qui dit: faites très attention à votre jardin intérieur, parce que votre jardin intérieur va devenir votre jardin extérieur. Et il dit bien va devenir votre jardin extérieur. Tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. J'adore ta philosophie. Vraiment, c'est incroyable. Et encore, on les connaît mieux. Hein. Alors, tu sais, on est en 2020. Qui dit 2020 C'est mon anniversaire le 24 janvier, ok? La semaine prochaine. Qui dit 2020 dit nouvelle décennie, donc nouveau projet. En parallèle de la continuité de nous, est-ce que tu as des nouveaux projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2020? Déjà, souhaiter déjà tout ce qu'il y a déjà eu. Écoute, bizarrement, une dimension que j'avais pas, alors que j'ai rien de spécial, mais une dimension que je ne mettais pas en avant. Mais quand on dit la santé, avant je disais bonne santé. Et puis
t'as des gens qui souffrent et tu fais ah ouais, oui, je comprends Voilà, la bonne tu santé. comprends, ouais. Et tu comprends. Et avant, moi, j'étais un peu, comme je suis jamais malade, je disais ouais, super, j'étais un peu en empathie, tu vois. C'est quoi ton secret? J'ai un secret. Non, mais oui, on peut en parler après si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, ma chaîne YouTube, j'ai une team qui est vraiment bien, qu'on appelle la Team Page, qui sont à la fois mes réals, mes directeurs artistiques et tout ça. Donc voilà, on essaie de partager sur YouTube des belles choses. Des projets, pouvoir partager avec les gens comme ça, pouvoir aussi aider les gens de cette manière-là. Si par exemple, il y a un simple mot qui peut percuter pour que les gens se réorientent intérieurement pour leur, non pas pour être acteurs, etc., mais dans toute leur vie, voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter, tous se souhaiter, je dirais, tu vois. Une sorte de partage un peu humain, mais qui l'est que si on essaie de travailler le centre. Quand je dis tout le temps que tout part du centre, si tu ne travailles pas ton centre, tu vois, et si tu regardes tout, ça a l'air un peu con, mais tu regardes des fleurs, les fleurs c'est vraiment un centre avec un truc qui fait comme ça. Donc en fait tout part du centre. Donc voilà. Alors pour clore cette interview vraiment super édition, super intéressante, alors je vais te proposer de lire une dernière réplique. Ouais. Tu voulais pas savoir mon secret tout à l'heure, ça juste après. Alors je vais te demander de lire juste cette réplique là sur le ton de la plume, dire celle que tu veux, Jaco, tout tic-tac. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, je vais te le faire en années 40. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Allez, faisons ça. Alors c'est Ratovo Narivo. C'est ça. Waouh. Aurélien Brooke, Marco Stupi ou Stupaille? Waouh, c'est des noms de stars quand même ça. C'est pas des noms alsaciens. Ok, on y va. Bien le bonjour, c'était Page en compagnie de Tahiri, Ratovo Narivo, Aurélien Brooke et Marco Stupi, l'incroyable trilogie en direct du Colmar Sport Show 2020. Merci à tous et attention à vous. Alors du coup, on va vraiment clore cette interview maintenant. C'est quoi ton secret pour ne jamais être malade? Ah, par rapport à la maladie, attention. Ouais. J'ai pas dit que je suis jamais malade. Jamais. Non, je dis un secret à partager, c'est pas un secret. Comment dire? Je vais essayer d'avoir une métaphore. Tu vois un baobab? Oui. Un baobab, ça démarre d'une graine qui est comme ça. Et tout dans la vie démarre d'une graine comme ça. N'oublions pas quand même que tous ceux qui sont ici, Monsieur Brooke, Monsieur Stupi et Monsieur Tan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 Lnel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 n
même ceux que vous n'êtes pas en forme. Vous n'êtes pas en forme, et je suis en train de regarder le micro, alors c'est là qu'il faut regarder. Vous n'êtes pas en forme, vous vous dites je suis un peu une merde. N'oublie pas déjà la première chose dans ta vie, tu es le gagnant, tu es le winner d'une course de 400 millions de spermatozoïdes. C'est toi le gagnant. 400 millions, tu es celui qui est là. Déjà, tu es un winner. C'est la première chose. Et dans cette analogie du spermatozoïde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es un spermatozoïde, pour devenir le sympathique garçon que tu es, ou les autres, ou moi, tu n'as fait aucun effort. Ça s'est fait naturellement. C'est donc parti d'un point central, le spermatozoïde, ou la graine, pour devenir quelque chose, voire un baobab. On est d'accord. Donc ça veut dire que moi, ma philosophie, c'est faisons attention au centre de nous-mêmes, tout par-delà. Donc l'idée, c'est d'être vigilant dans ma manière de penser, dans mes émotions et dans mon intention. Ça veut dire que, et je vais vous donner une métaphore, c'est pas un secret, mais c'est de dire que votre vie va être fondée sur votre manière de penser, de vous-même, de votre identité. Je donne un simple exemple. C'est le matin, je suis au café, il y a quelqu'un qui vient, il pleut. Et cette personne me dit, putain, t'as vu ce temps de merde? Je dis, je comprends pas ce que tu dis. Si, t'as bien vu ce temps de merde. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je peux le dire 3-4 fois. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il dit, tu me casses les bonbons. Ok, donc je dis, je te casse les bonbons. Qu'est-ce que tu fais à midi? Ah bah je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je vais au restaurant. Ah tu vas manger quoi? Ah tomate mozzarella avec une bonne soupe et un café à la fin. D'accord. Vite fait, tu peux m'expliquer comment pousse la tomate? Tu peux m'expliquer comment tu vas avoir du café? Et tu peux m'expliquer comment tu vas manger ta soupe? C'est quoi? Ah c'est de l'eau de pluie. D'accord. Ça veut dire que pour l'instant tu es en train de dire que ce qui tombe c'est de la merde. Sauf que je vais te dire, il y a un endroit dans le monde où il y a du soleil partout. Ça s'appelle le désert et rien ne pousse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'es pas vigilant sur ta manière de penser, tu dis pas c'est une journée de merde, tu dis c'est un beau jour de pluie. Ça veut dire que c'est la même chose, sauf que tu es vigilant sur ta manière de penser aux choses.
Et c'est parce que tu penses que c'est un beau jour de pluie que tu vas commencer à voir autour de toi la beauté des choses. Je dis tout le temps aux gens, si vous voulez voir de la merde dans votre vie, vous allez en voir. C'est obligatoire. Vous voulez voir des cons, il y en aura. Par contre, si vous vous entraînez comme un pianiste, etc., un instrument, vous vous entraînez à voir ce qui est beau dans votre vie. À 80%, on n'a pas dit c'est 100%. Si vous vous entraînez avec gratitude à le voir, à regarder les choses, à dire merci, à dire tiens c'est bien, à analyser que parfois tu as un truc qui t'est arrivé, puis tu te tiens, avec le recul tu te dis putain mais en fait heureusement c'était mieux. C'est ce qui m'est arrivé en fait, ça a été utile. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es vraiment en train de regarder, non pas à l'extérieur, tu n'es pas en réaction aux choses, tu es en réception aux choses. Donc en fait, tu pars du centre et tu te dis, ok, je dois faire attention à ma manière de penser, de parler, de ressentir mon émotion, de mon intention de ce que je veux faire de ma vie. Et donc ça veut dire que pour répondre à ta question, pourquoi tu n'es jamais malade, ça ne veut pas dire que je suis jamais malade et que je suis incroyable. Sauf que dans ma méditation, parce que je vais utiliser la méditation, parce que c'est le moment où je vais me recentrer, je vais essayer de dire, au lieu de dire je ne veux pas être malade, donc me concentrer sur le manque, je vais dire je veux manifester la santé. C'est la même chose. C'est la même chose que de dire c'est un jour de merde, c'est la même pluie, Jour de merde, beau jour de pluie. Parce que jour de merde, tu fais que penser, je vais être sous la flotte, tu en mets 1500, et puis là tu dis beau jour de pluie, oui, c'est l'eau qui va me servir c'est l'eau qui va me servir pour vivre, j'ai besoin de ça, etc. Donc en fait, le secret, si secret il y a, donc pour te terminer, si secret il y a, c'est vraiment pas un secret, c'est que depuis des milliers d'années, que ce soit Socrate, Aristote, Bouddha, moi je suis pas catholique, donc Jésus pour certains, la source pour d'autres, etc. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur, et je suis pas mystique quand je dis ça, c'est vraiment un truc pour faire vraiment vivre. C'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler avec vous-même. C'est le travail avec soi-même. Et tout ce qu'on fait, c'est le travail avec soi-même. Amen. Non, pas amen. Moi, c'est le top. Ta gueule! Ben ça y est, c'est sur ces très belles notes qu'on va conclure cette interview de Pierre-Alain de Garrigues. Encore une fois, merci beaucoup. C'était un plaisir, franchement, c'était sympa. Super plaisir de partager avec toi ton point de vue sur la vie. Vraiment, c'était génial. Merci beaucoup. De rien. Et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde!